Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Clémentine Barzin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes échevine de la participation à Bruxelles, vous êtes MR et vous êtes venu nous parler d'une problématique qui touche évidemment le haut de la ville, donc Bruxelles et Ixelles. Et plusieurs échevins, à la fois de Bruxelles et d'Ixelles, ont décidé de clamer haut et fort que le plan de mobilité prévu pour changer la Toison d'Or et le boulevard de Waterloo, c'était inacceptable et mortifère. Pourquoi est-ce inacceptable ? Alors moi j'ai envie de dire, d'abord de faire un petit jeu de mots et de dire que l'enfer bruxellois est pavé, c'est le cas de le dire pour un ministre de la mobilité et des travaux publics, de bonnes intentions. Donc Pascal Smet veut renforcer la sécurité des cyclistes. Et il a raison, moi-même je suis cycliste, donc je sais effectivement qu'à Bruxelles, il y a des endroits où c'est très compliqué de circuler à vélo, notamment sur la petite ceinture. Mais en faisant cela, il le fait en supprimant quelques 300 places de parking en surface entre la porte de Namur et le rond-point Louise, et en faisant une bande de circulation sur le boulevard de Waterloo, avec une deuxième bande sur laquelle peuvent passer les cyclistes, mais s'il y a un problème, eh bien, les voitures peuvent également y passer. Donc à ce moment-là, la sécurité des cyclistes n'est plus garantie non plus. Donc par exemple, s'il y a une voiture en livraison, double fil, voilà. La voiture qui suit passera sur l'autre bande, qui est la bande des cyclistes. Voilà, et donc tout ça, effectivement, met en insécurité les cyclistes. Donc ça montre que ce projet n'est pas optimal en l'état. Et la question, évidemment, de l'accès au commerce nous pose vraiment question. Il faut savoir que le haut de la ville, en face de la Toison d'Or, accueille des commerces haut de gamme et que la plupart des clients sont belges et donc doivent pouvoir accéder à ces commerces. Et on ne peut pas d'un seul coup, comme ça, supprimer quasi toutes les places en surface. Il faut absolument se concerter et veiller à l'accessibilité de ces commerces. Mais vos collègues échevins disent que carrément le haut de la ville risque de mourir. Est-ce qu'on n'est pas dans de l'exagération juste pour faire du Pascal Smet bashing ? Mais en fait, ici, la question de l'accessibilité des commerces est très importante en termes d'attractivité réelle de la ville de Bruxelles. On parle d'un tronçon de la petite ceinture. La petite ceinture, elle irrigue vraiment tout Bruxelles. Donc on ne fait pas ça à la légère. Et même si effectivement l'ambition d'améliorer la qualité de vie, d'augmenter le trottoir sont louables, de sécuriser également la piste cyclable, mais il faut absolument trouver d'autres solutions. Et c'est la raison pour laquelle, au collège de jeudi dernier, nous avons décidé, avec les Chevines et Helsamp, d'élaborer une proposition alternative qui vise à maintenir 2 bandes et à réaliser une piste cyclable surélevée, le tout en continuant à augmenter aussi le trottoir du boulevard de Waterloo. Mais tout ça doit se faire évidemment en concertation et on demande, moi je demande vraiment à Pascal Smet de beaucoup plus se concerter. On a déjà vu sur le boulevard, l'avenue Franklin Roosevelt, les difficultés qu'il y a eu à se faire entendre pour que tout se passe en pleine concertation avec les habitants et avec la ville de Bruxelles. Ici, vraiment, c'est un axe majeur. Il faut absolument qu'on puisse être écouté. Et alors, vous voulez récupérer des places de parking aussi, puisqu'il y a 280 places qui risquent d'être supprimées. Il en restera à peine 61 sur cette zone-là. C'est pas assez pour ces commerces ? Mais en fait, il faut savoir exactement quelle est la capacité d'absorption en sous-sol. Voilà, et je n'ai pas de chiffres à l'heure actuelle, donc il faut absolument savoir ça avant de prendre des décisions qui vont couper le stationnement de surface dans de telles proportions. Alors, on parlait de Pascal Smet bashing, je vais en venir sur un autre bashing, celui qu'on appelle le Franken bashing. Theo Franken est-il d'extrême droite ? C'est un peu la question qui se pose ces derniers jours avec cette dernière déclaration. En tout cas, pour Paul Magnette, le bourgmestre de Charleroi dans La Libre, ses propos flirtent avec le racisme. Qu'est-ce qui distingue encore Theo Franken du Vlaams Belang, dit Paul Magnette. Jean-Pascal Laby, lui, dans l'Écho, il dit « Le secrétaire d'État, Theo Franken, est clairement de l'extrême droite ». Alors, je voudrais connaître votre réaction. Je vous propose 3 types de réactions. La première, le PS fait de la communication politique. La deuxième, c'est Franken est loyal et populaire. Et la troisième, c'est Franken n'est pas ma tasse de thé. Ce sera la troisième et un peu la première également. Voilà, donc Franken n'est pas votre tasse de thé. Voilà, moi je suis pas nationaliste, je suis libérale. Donc je ne suis pas pour le repli, je suis pour un projet de société qui s'adresse
à tout le monde et qui vise l'émancipation de tout le monde, l'accès aux libertés du plus grand nombre. Donc, à ce titre-là, moi, je ne peux pas partager des thèses nationalistes en général. Et ici, c'est vrai que sur une série de propos, Theo Francken joue sur le rejet, sur cette ligne, alors que l'on sait la population est sensible à cette crise de la migration en Europe. On est dans un climat marqué depuis 2014 par des actes terroristes. Et donc, on ne peut pas se permettre de jouer sur ces thèmes-là avec la conséquence de pouvoir cliver la société. Moi, je suis pour un projet de cohésion sociale, un projet libéral de cohésion sociale. Maintenant, ce qu'il faut, c'est apporter de réelles réponses sur les demandeurs d'asile, sur les transmigrants et sur, sans doute aussi, la migration économique. Et le gouvernement s'emploie dans sa politique à apporter des réponses sur la question de la migration, également au niveau européen. Et donc, moi, je voudrais quand même distinguer l'action qui est menée de la communication et des propos. Et en parlant de communication, c'est vrai qu'il y a quand même aussi dans l'air du temps une communication qui se nourrit et qui renforce aussi ce climat très clivant qui essaye de prendre au piège l'EMR. Moi, je rappelle qu'en tant que libéraux, nous ne sommes pas nationalistes et nous sommes attachés aux valeurs notamment de la Convention européenne des droits de l'homme, des valeurs dont on est fier. Oui, mais ce qui peut-être rend difficile cette lecture-là, c'est qu'il y a un gouvernement avec une politique gouvernementale, et le maire l'incarne avec le Premier ministre, et puis il y a quelqu'un qui communique au sein du gouvernement et qui dit apparemment des choses qui ne correspondent pas exactement à la ligne du gouvernement. Mais dans des cas pareils, on doit intervenir, plus que recadrer. Il faut peut-être intervenir. Je pense que si ça se passait au collège de Bruxelles-Ville, on ne laisserait pas les choses aller longtemps. Mais je pense que le gouvernement et le Premier ministre, en l'occurrence Charles Michel, font ce qui doit être fait. Je pense que les propos de Theo Francken, en général, lorsqu'ils ont été à ce point lourds, sont recadrés. Et voilà, je voudrais juste lever tout doute sur le libéralisme par rapport à ces propos-là. C'est vraiment en fait ce qui m'importe, alors que la communication parfois vise de manière un peu insidieuse à tout mélanger. Donc ça, c'est un peu une pierre dans le jardin du PS sur sa propre communication. Ça l'arrange bien, finalement, de mettre la NVA en exergue et de jouer le contre-feu, finalement, de la NVA. Mais en fait, c'est un thème de communication que l'on connaît maintenant depuis quelques années. Et donc, à un moment, ça devient répétitif. Je ne dis pas que des expressions, des propos tels que ceux que peut porter Theo Francken ne sont pas à repréciser. Mais c'est vrai qu'il y a une communication amplifiée, une communication qui vise aussi à enfermer l'EMR, les libéraux. Et c'est une communication qui, à mon sens aussi, renforce ce sens et ses conséquences en termes de clivage d'une société. Et ça, je trouve que c'est également une responsabilité. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de participation, de discuter avec tout le monde quand on veut faire un nouveau plan de mobilité. Vous occupez de la participation citoyenne. Il va y avoir les communales qui vont arriver bientôt. Quel rôle les citoyens jouent, à part juste mettre un vote dans l'urne? Est-ce qu'ils ont vraiment un rôle dans les communes aujourd'hui? En fait, c'est effectivement ce que je m'emploie à essayer d'expliquer. C'est qu'aujourd'hui, et notamment parce que le monde est très connecté, on n'a plus à donner son avis uniquement tous les 6 ans au moment des échéances des élections communales. Et à travers des forums de quartier, des écoutes thématiques sur une série de projets, notamment de la ville de Bruxelles. Également aussi à travers des projets communs, comme les budgets participatifs, où on décide ensemble de mener des projets, donc avec la ville et les citoyens, eh bien, les citoyens peuvent beaucoup plus s'impliquer dans les décisions de leur quartier et de leur ville. Est-ce que ça ne devrait pas être plus clair? Parce que c'est vrai que ça s'organise un peu dans toutes les communes, il n'y a pas qu'à la ville de Bruxelles. Mais est-ce que ça ne devrait pas être plus clair aussi, donner peut-être des rendez-vous fixes, comme tous les 6 ans il y a un vote, eh bien, je ne sais pas, tous les 6 mois il y a une espèce de votation à la Suisse peut-être sur des projets communaux? Oui, on peut envisager cela. Moi, je suis assez ouverte à ce type de consultation. En termes de rendez-vous, on parcourt, puisque la ville est très grande, à raison de 9 rendez-vous par an, tous les quartiers
de la ville de Bruxelles. Tous les quartiers sont visités. Tous les quartiers sont visités avec tout le collège qui répond aux questions très précises et qui écoute aussi les suggestions parce que moi j'ai la conviction que les citoyens sont aussi les meilleurs experts de leur quartier et peuvent transmettre aussi ce qu'ils ressentent avec leur vision à eux. Alors aux élections communales, est-ce qu'il y a une place pour les petites listes, les listes citoyennes? On a parlé d'une liste citoyenne sur le site de BX1, une nouvelle qui va arriver à la ville de Bruxelles. Ça s'appelle Plan B, avec des inconnus dedans. Mais est-ce qu'il y a une place pour les citoyens pour se présenter au communal aussi? Moi, en tant qu'échevine de la participation citoyenne, je suis pour toutes les formes d'engagement. Et ça peut être au sein d'associations, ça peut aussi à un moment être se passer à travers de la formation d'un parti politique. Et donc moi, j'accueille ça favorablement, de nouvelles listes, des gens qui s'engagent, qui veulent défendre un programme et avec lesquels on peut aussi débattre de toute une série d'orientations. Et quelle méthode on peut utiliser pour convaincre? Parce qu'on a vu que Michael François, qui est conseiller communal Défi à Bruxelles, proposait un shampoing contre une idée. Les écolos de Forêt proposent un match de foot. Les écolos d'Ixelles proposent de préparer un repas. Jusqu'où on peut aller? Mais c'est vrai que la politique, c'est pas du gadget. Et donc, je pense que l'intérêt d'un candidat, c'est d'essayer de créer le contact avec le citoyen pour pouvoir expliquer ce qu'il défend. Mais je pense aussi que le citoyen, il attend du sérieux. Et ce qu'on essaye, je pense, de faire dans un rapport de proximité, c'est surtout d'entendre leurs réelles revendications, suggestions, et de les prendre au sérieux, de donner une suite la plus conséquente possible. Et donc, c'est vrai que dans la manière d'approcher les citoyens, je pense que l'écoute de proximité est peut-être pas trop gadget, est encore la manière la plus efficace pour essayer de parfois, présenter... c'est difficile de trouver un moyen de parler avec quelqu'un. Donc on peut se dire, tiens oui, autour d'un repas ou autour d'un match de foot, ça peut avoir du sens. Mais est-ce qu'on peut se permettre ça aussi légalement? Parce qu'à partir du 14 juillet, là, ça va être... À partir du 14 juillet... Ça va être beaucoup plus dur, là. Voilà, tout ce qui est... on ne peut plus offrir de gadgets. On ne peut plus offrir un verre. On ne peut plus offrir un verre. Tout est payant dans toutes les organisations qui ont trait à la campagne électorale où on présente effectivement la liste ou un programme. Et donc on va retrouver plutôt, ce qui est le cas maintenant, tout le monde sur les marchés en train de distribuer des tracts. C'est plutôt ça la manière d'aborder les lecteurs? En fait, c'est ça, mais c'est aussi un travail quotidien, un travail au quotidien lorsqu'on rencontre les personnes, lorsqu'un téléphone sonne, lorsqu'on va dans les quartiers, dans les rues. Moi, je souhaite vraiment être à l'écoute de tous les citoyens, dans tous les quartiers de Bruxelles, mais ça ne se passe pas forcément sur les marchés, alors qu'il y a un moment, effectivement, sans doute, peut-être trop aussi de publications, de contacts. Il faut trouver cette manière de recréer cette connexion avec le citoyen après un moment où il y a eu une défiance, mais en gardant, je pense aussi, cet objectif de sérieux. Merci Clémentine Barzin, on se retrouve demain avec un autre invité. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.